question qu'on m'avait posée au départ, c'était de savoir quel était le bilan des révoltes dans le monde arabe et quelle démocratie aussi pour le monde arabe pour l'avenir, quelle démocratie au pluriel. Alors cette question qu'on m'avait posée, je lui donnerai un bon point et un mauvais point. Tout d'abord un très bon point, révolte arabe et pas révolution arabe. Euh, En effet, on a un mouvement de révolte dans le monde arabe, en tout cas dans une partie du monde arabe. N'oublions pas que la Ligue arabe, c'est 22 pays, 22 États. En fait, ce qu'on appelle le printemps arabe ne touche que 6 ou 7 de ces États. Donc l'expression printemps arabe me semble très surfaite dans un premier temps. Ensuite, sur ces 6 ou 7 tentatives de révolution ou de révolte, on ne trouve qu'une seule révolution véritable, c'est la révolution tunisienne. Les autres révoltes ont échoué à aboutir à une révolution. Un bon point et un mauvais point. Quelle démocratie au pluriel? Eh bien justement, quelle démocratie? Peut-être une démocratie et pas plus, celle de la Tunisie. Je pense en effet qu'en Tunisie, on a là une véritable révolution, un processus révolutionnaire qui a abouti, pour deux raisons. Tout d'abord parce que le peuple tunisien, en comparaison des autres peuples du monde arabo-musulman, si on inclut également des pays qui ne sont pas directement des pays arabes, est le seul pays qui a véritablement un niveau d'éducation. Le peuple tunisien est le seul peuple qui a un niveau d'éducation très important, où le niveau de diplômés universitaires est beaucoup plus important, très supérieur à ce qu'on peut trouver ailleurs, en Égypte par exemple. Donc, à un certain moment, cette population a su résister aux tentatives de détournement de la révolution. Et deuxième raison, est arrivé à poser un acte révolutionnaire qui a détaché le contrôle du processus électoral qui a eu lieu maintenant du contrôle du gouvernement. Si on regarde les premiers événements de la révolution en Tunisie, on a pu voir que le gouvernement Ben Ali, sans Ben Ali, s'est maintenu en place et le Premier ministre, Mohamed Ranouchi, a tout fait pour tenter de préserver l'ancien système, y compris la constitution benaliste, je vais dire cela pour être simple. Et on a vu comment le chef de l'État disparu, Mohamed Ranouchi, a voulu entamer un processus électoral dans le cadre de cette ancienne constitution pour qu'un benaliste de la vieille garde devienne président à la suite de Ben Ali. Donc l'idée c'était de dire au peuple, voilà, la dictature c'est fini, tout est terminé, Ben Ali n'est plus là, vous avez gagné, et de maintenir tout le système socio-politique et politico-économique de l'ancien régime en place. Le peuple tunisien a su faire face à ça, a continué à manifester, à refuser. J'étais très pessimiste au début. Et puis finalement, on a eu une réaction de continuité de la révolution, qui est arrivé à un deuxième acte révolutionnaire, qui a été de créer cette haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, cette haute instance qui s'est créée par la coalition d'opposants politiques, d'acteurs régionaux, de certaines organisations professionnelles, et qui ont peu à peu constitué une sorte de parlement non élu, mais qui représentait somme toute assez bien la population tunisienne, et qui a décidé de prendre les choses en main, de retirer le processus électoral du contrôle du gouvernement, dont la plupart des ministres, même s'il y avait eu plusieurs remaniements, restaient des anciens membres du camp Ben Ali, et qui a ensuite même créé une structure pour le déroulement des élections, qui a donc détaché le déroulement des élections du ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, on a pu avoir des élections qui sont passées relativement correctement. Le président actuel, Moncef Marzouki, est un opposant de toujours du système Ben Ali, qui était en exil jusqu'il y a peu, et le grand vainqueur des élections, c'est Ennahda, comme tout le monde le sait, un parti qui était brimé sous Ben Ali, dont les membres étaient soit emprisonnés, soit en exil, les leaders. Et même si on peut, disons, s'inquiéter peut-être de certains objectifs d'Ennahda, qui garde de très bons contacts, par exemple, avec le gouvernement des États-Unis, et donc qui compose aussi avec les anciens bénalistes. Néanmoins, c'est un changement, c'est une réalité. La Tunisie est entrée dans un processus démocratique clair et net, même si, comme l'a dit Hamma Amami, il y a toujours le risque de cet
l'ancien appareil économique et social qui tente de garder ses prérogatives. Mais ce sera au nouveau Parlement de la Tunisie, certainement, d'édicter les lois nécessaires pour éviter que cela se passe ainsi. Par contre, en dehors de la Tunisie, si on fait un peu le bilan de ce printemps arabe, il n'y a pas de quoi se réjouir en tant que démocrate. Si on regarde ce qui s'est passé en Égypte, par exemple, eh bien, en Égypte, l'ancien système a réussi ce que Mohamed Ranouchi n'a pas réussi à faire en Tunisie. Effectivement, que s'est-il passé en Égypte ? Très rapidement, quand Moubarak s'est retiré, parce qu'il n'a pas été chassé, attention, Moubarak, à un certain moment, s'est retiré du pouvoir, n'a même pas quitté le pays, il s'est retiré dans sa maison de vacances à Sharm el-Sheikh. Et l'entièreté de l'appareil gouvernemental égyptien est restée en place. Tous les ministres moubarakistes sont restés en place sous le nouveau chef de l'État par intérim, qui, selon la constitution moubarakiste, était le chef des forces armées, le maréchal Tantawi. Et c'est toujours le cas maintenant. Il y a eu quelques balais de gouvernement en Égypte, quelques ministres qui ont changé, mais globalement, l'ancienne équipe est toujours au pouvoir, avec à sa tête le maréchal Tantawi. Et cette équipe, très très rapidement, a constitué une équipe d'experts qui ont créé une constitution transitoire et qui, à peine 6 semaines après le départ d'Hosni Moubarak, donc le 19 mars, a été soumise au référendum populaire. Donc sans que l'opposition ait été intégrée au processus de transition. Seuls les frères musulmans, qui ont très vite pactisé avec le pouvoir, et qui ne sont pas hostiles non plus à de bonnes relations avec Washington, ont été donc associés à ce processus. On a donc une transition qui se passe sous l'autorité de l'ancien système, avec en plus les frères musulmans, qui ne demandent rien d'autre que la possibilité d'une islamisation accrue de la société, mais certainement pas une rupture avec Washington, avec Israël, avec l'ancien système. J'ai rencontré les frères musulmans, leur leader au Caire à l'époque, ils m'ont assuré qu'il n'y aurait aucune remise en question des anciens traités, des traités internationaux, notamment en ce qui concerne Israël. Et ce projet de constitution, donc cette nouvelle constitution, a été soumise à référendum le 19 mars et votée presque comme un seul homme par le peuple égyptien, encore sous le choc de cette révolution qui avait en apparence réussi, et du départ de Moubarak, ce que personne ne pouvait imaginer quelques semaines auparavant. Le processus électoral est en cours et actuellement, les vainqueurs, on les attendait aussi, ce sont les frères musulmans. Et puis on n'en parle pas beaucoup, plusieurs partis, notamment le parti des Égyptiens libres, plusieurs partis dits libéraux, et qui sont en fait les anciens dirigeants moubarakistes, les anciennes élites moubarakistes, qui se sont reconvertis sous de nouvelles étiquettes. Alors, on parle aussi de la percée salafiste, c'est vrai que ça, personne ne les attendait, et je mets au défi quiconque parmi mes collègues de dire « moi j'avais vu qu'il allait y avoir une percée telle des salafistes », en tout cas en Europe on n'y attendait pas, mais ces salafistes vont se retrouver gros gens comme devant, parce que les accords sont déjà passés, semble-t-il, entre les frères musulmans qui sont leurs premiers concurrents et les anciens moubarakistes pour constituer un gouvernement qui va gentiment continuer à faire fonctionner l'ancien régime, l'ancien appareil politico-économique, comme c'était le cas sous Moubarak. Certains s'en rendent compte en Égypte, mais ce sont des minorités. Donc on a pu voir à nouveau les quelques jeunes, quelques centaines, voire quelques milliers de jeunes sortir sur la place Tahrir, mais globalement dans les autres villes d'Égypte, ça n'a plus beaucoup bougé, et la masse de la population, un peu par défaitisme peut-être, un peu par lassitude, un peu aussi et surtout même par manque d'éducation et de capacité de compréhension de ces processus compliqués, pense que Moubarak parti, les choses vont changer, et on n'a plus la mobilisation qu'on a eue qui pourrait faire tomber ce système. Donc pour l'Égypte, je crois que c'est en train d'être perdu, tout simplement, et cette révolution n'a pas abouti. Ailleurs, très très rapidement, si on regarde ce qui s'est passé en Jordanie, au Maroc ou en Algérie, on a des situations de révolte qui se sont très rapidement apaisées par quelques vagues promesses d'une part, et puis une répression modérée, il y a quand même eu quelques morts, mais un peu la carotte, un peu le bâton, et la population s'est très vite calmée et rentrée à la maison. Le
que c'est très symptomatique. On a vu comment le roi a créé une nouvelle constitution qui, en fait, paradoxalement, renforce son pouvoir. Elle a bénéficié d'un quasi plébiscite du peuple qui aime beaucoup son roi, critique beaucoup ses ministres, critique beaucoup les dirigeants, mais le roi reste très apprécié d'une majorité de la population, en grande partie analphabète. La Jordanie, on a eu le même cas de figure. En Algérie, le gouvernement a dû débourser pas mal d'argent pour payer des primicides, des aides là, et calmer famille après famille un peu tous ces gens qui bougeaient beaucoup. Et le mouvement s'est aussi rapidement éteint, ou du moins est retombé a commencé à couver, mais plus à exploser. Parce que finalement, tous ces mouvements dans ces pays-là ne sont pas nouveaux. Le printemps arabe, c'est le printemps arabe parce que suite à ce qui s'est passé en Tunisie, on a eu un déclenchement global, un réveil global de ces contestations dans tous ces pays. Mais ces mouvements existaient isolément depuis la fin des années 70, le début des années 80. Il nous reste simplement à parler du Bahreïn, de la Syrie et du Yémen. Alors, le Bahreïn, excusez, ça va aller très très vite. Dès que la population du Bahreïn, une partie de la population s'est soulevée pour demander la démocratie, l'armée a été envoyée, fut arme au poing pour tirer sur ces gens qui, pour une fois, étaient vraiment complètement désarmés et manifestaient totalement pacifiquement. Ce n'est pas du tout une révolte armée comme on a pu avoir quelques éléments quand même au Maroc à un certain moment. Là, le Bahreïn, c'est vraiment une population désarmée qui s'est fait fusiller. Il y a eu quelques dizaines de morts. Et très rapidement, avec l'aide des chars saoudiens, très rapidement, la révolte a été écrasée dans le sang. Dans un pays où on a quand même 3000 soldats états-uniens, avec la 5e flotte américaine qui est hébergée là au Bahreïn, qui est un tout petit État. Si les États-Unis avaient voulu déployer quelques soldats pour arrêter le massacre, en disant attention, pas plus loin, ils l'auraient fait. Alors Barack Obama, le grand démocrate, qui est tellement aimé pour le moment, a gentiment condamné, mais ça ne mange pas de pain, et surtout rien faire de très concret. Avec l'aide des chars saoudiens, les chars saoudiens qui par contre n'interviennent pas, interviennent au Bahreïn, les Saoudiens, mais qui en Syrie condamnent le gouvernement syrien et retirent leur ambassadeur. Alors c'est très amusant de voir le Koweït, le Bahreïn et l'Arabie saoudite retirer leurs ambassadeurs de Syrie, mais cautionner les fusillades contre la population bahreïnie d'autre part. La Syrie, alors la Syrie c'est très compliqué, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions après, on pourra en parler, mais la Syrie c'est évidemment une situation tout à fait différente de ce qu'on peut entendre dans nos médias qui se déroule là-bas. Je reviens de Syrie, j'y étais il y a quelques jours, j'étais déjà allé en Syrie en juillet. On est vraiment dans un tout autre monde par rapport à ce qu'on nous dit dans les médias. Le gouvernement contrôle relativement bien la situation et finalement ce qui est surtout problématique pour le gouvernement de Damas, ce sont ces groupes étrangers qui s'infiltrent depuis les frontières turques et libanaises, avec notamment l'aide du gouvernement français et du Qatar, qui jouent tous les deux un jeu assez complexe dans cette affaire. Quant au Yémen, c'est la guerre civile en plein. On se bat actuellement, nous parlons dans les rues de Sanaa. Nos médias n'en parlent pas, très peu. Pourtant, la situation est explosive. Si tout va bien, j'y vais en février. Il y a une ville à côté de Sanaa qui est aux mains d'Al-Qaïda. Alors Al-Qaïda, on a l'impression que c'est trois bonhommes avec 2 bombes qui font de temps en temps sauter une tour ou quelque chose comme ça. Al-Qaïda, là, ce sont des centaines de combattants qui ont déclaré un califat indépendant dans une ville à côté de la capitale Sanaa, qui ont placé partout des drapeaux du califat et les portraits d'Oussama Ben Laden et du nouveau chef d'Al-Qaïda. Donc on est vraiment dans une situation où des anciens membres du gouvernement, des anciens dinosaures du gouvernement se battent entre eux. Il y a des groupes indépendantistes qui veulent à nouveau la division du Yémen en 2 États. C'est vraiment le panier de crabe complet et le pays est là vraiment à feu et à sang. Et voilà, donc si on fait un peu le tour du bilan du printemps arabe, on a une révolution qui a réussi. Oui, je n'ai pas évoqué la Libye. En 30 secondes, la Libye, on a une guerre néocoloniale tout simplement. Il y a eu quelques mouvements très timides, quelques centaines de droits de l'homiste à Benghazi et puis quelques chefs de clan qui ont profité pour vouloir leur autonomie du gouvernement. Et là, l'Occident, la France et la Grande-Bretagne surtout, se sont engouffrés dans la brèche sur un faux bilan de 6000 morts qui
n'ont jamais existé, en fait, hein, qui ont justifié la résolution de l'ONU qui a permis l'intervention. Et on a eu alors ce que vous savez, donc une guerre civile entre l'Est et l'Ouest. Je suis allé plusieurs fois en Libye aussi, et j'étais encore en novembre là, et l'Ouest du pays est vraiment sous occupation de l'Est, avec derrière les forces de l'OTAN. Donc voilà, des situations très très différentes pour ce printemps arabe, et une seule démocratie, la démocratie tunisienne. Merci Monsieur Pechnin. Sur cette note d'optimisme, que certains en tout cas qualifieraient peut-être d'excessivement optimiste, donc nous avons eu de regards croisés à la fois sociopolitiques